Ma belle-mère a souri avec mépris. Pour une fille des taudis, elle s'est plutôt bien arrangée. Puis elle m'a tendu un tablier et a dit « Mais ça, la vraie famille va bientôt manger. » Mon mari a ri. Mais lorsque notre fils s'est levé et a sorti sa tablette, l'écran s'est allumé et tout a changé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand ma belle-mère m'a tendu ce tablier en me disant « Mais ça, la vraie famille va passer à table », j'ai eu l'impression que l'air me manquait. Je suis resté figé, immobile. Mes doigts se sont crispés sur le plateau que je tenais, les bords argentés s'enfonçant dans ma paume. Je sentais tous les regards posés sur moi autour de cette table, qui m'observaient, me jugeaient, attendaient que je craque ou que j'obéisse. Et puis le rire est venu, celui de mon mari, Daniel. Mon Daniel. L'homme qui m'avait jadis embrassé les jointures en me promettant de me protéger du monde entier. Il a ri. Pas un rire sonore, pas un grognement, mais un petit rire aigu, amusé, comme si ce que venait de dire sa mère n'était rien, juste un caprice d'Hélène de plus. Je l'ai regardé, espérant, suppliant, que quelque chose dans son expression me dise qu'il voyait, qu'il comprenait à quel point c'était humiliant. Mais ses yeux ont fui les miens, presque comme s'il cherchait à m'éviter. Et pendant une seconde, je l'ai vu. Ce soupçon de culpabilité, à peine visible, mais réel. Pourtant, il n'a rien dit. Un silence pesant s'est étiré dans la pièce. Vous savez, le genre de silence lourd et suffocant. Le seul bruit était le léger cliquetis des verres de vin, quelqu'un, au fond de la table, essayant de faire comme si de rien n'était. Hélène se tenait droite, sa posture parfaite sculptée par des décennies de déjeuners mondains et de pilates. Son sourire était pincé, précis, bien rodé, sans aucune chaleur. Ses perles captaient la lumière du lustre, projetant de petits reflets sur son chemisier de soie. Elle me regardait de haut, non pas avec colère ni méchanceté, mais comme si elle corrigeait une erreur, comme si j'avais en quelque sorte oublié ma place. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas d'un coup, mais comme une fissure fine dans du verre, silencieuse, qui se propage. J'ai senti Mika bouger à côté de moi. Mon fils, 7 ans, calme, réfléchi, toujours attentif. Il était assis à la table des enfants dans le coin, ses petites jambes se balançant sous sa chaise. Il n'a rien dit, mais ses grands yeux bruns, mes yeux, étaient fixés sur moi. Il avait tout entendu. Et c'est là que la honte m'a frappé le plus fort. Non pas parce qu'Hélène me considérait comme inférieur, ça je le savais déjà. Mais parce qu'il me voyait être traité comme tel, pire encore, parce que je ne me battais pas. Ma gorge s'est nouée et ma vision s'est troublée pendant une fraction de seconde. J'ai cligné des yeux fortement, repoussant les larmes. Pas question de pleurer ici, pas devant eux. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je posais le plateau sur le comptoir voisin. L'arôme de l'agneau au romarin flottait dans l'air, mais je ne le sentais pas. Tout ce qui comptait, c'était ce martèlement dans mes oreilles, la chaleur qui me montait dans le cou. À l'intérieur, une guerre faisait rage. Une voix criait « Défends-toi ! Ne la laisse pas te traiter comme ça !» Une autre chuchotait « Ne fais pas de scène. Pas devant Mika. Pas maintenant. » Hélène a de nouveau tendu le tablier, son bras immobile. « C'est juste la tradition, ma chérie », a-t-elle ajouté d'une voix mielleuse, comme si cela rendait la chose acceptable. J'ai failli lui demander quel genre de tradition consistait à rappeler à quelqu'un qu'il n'était pas à sa place. Mais je me suis tu. Je l'ai juste fixé. Et puis je l'ai pris. J'aimerais pouvoir vous dire que je l'ai déchiré en deux, que j'ai trouvé une réplique cinglante et que je suis parti avec fracas, mais non. Je l'ai pris parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas à la fierté. Je pensais à la survie. Je l'ai enfilé, engourdi, mes doigts s'emmêlant dans les rubans. Daniel a saisi son verre de vin comme si de rien n'était. Hélène est retournée à sa place, victorieuse. Mais lorsque je me suis tourné pour vérifier si Mika était toujours là, il était parti. Et ce qu'il a rapporté a tout changé. Avant ce dîner, avant le tablier, avant ce sourire narquois, je me disais que j'avais de la chance. Non pas que la vie ait été facile. Loin de là. J'ai grandi dans le quartier sud de New York, dans le New Jersey. Un F2, 5 frères et sœurs d'accueil, et une salle de bain partagée avec une porte qui ne fermait jamais. Le genre de quartier où les gens ne demandaient pas pourquoi les fenêtres étaient barricadées. Ils détournaient simplement le regard. Je m'appelle Liana. J'ai 29 ans maintenant, mais je suis plus vieille que mon âge depuis que j'en ai 9, voire moins. J'ai vite appris à réparer mes chaussures avec du ruban adhésif toilé, à faire durer une boîte de conserve de soupe pendant 3 soirs, et à me faire discrète quand les adultes commençaient à crier.
Je n'étais pas censé m'en sortir, comme on dit, mais j'y suis arrivé, je ne sais comment. J'ai jonglé entre l'école et les postes de nuit dans un dîner du coin, j'étudiais pendant les pauses cigarettes. J'ai obtenu un diplôme de graphisme dans un community college dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était le mien. Chaque étape, je l'avais gagnée à la sueur de mon front. C'est là que j'ai rencontré Daniel. C'était à une soirée de lancement d'une start-up en ville. Je n'étais pas officiellement invité. J'avais conçu un logo pour l'un des prestataires et il m'avait permis de les accompagner. Je me souviens m'être senti totalement déplacé, entouré de gens dont les vestons coûtaient probablement plus cher que mon loyer. Je sirotais du champagne coupé à l'eau, essayant de ne pas avoir l'air de devoir être au vestiaire, quand Daniel s'est approché. Il avait ce look de jeune homme bien sous tout rapport, costume sur mesure, dents parfaites, le genre d'assurance avec laquelle on ne grandit que si l'on n'a jamais eu à partager un repas avec ses frères et sœurs. Mais son sourire n'était pas condescendant. Il était curieux. « Tu es designer ?» a-t-il demandé, désignant le badge sur lequel j'avais griffonné mon nom avec un marqueur à moitié sec. J'ai hoché la tête, m'attendant au hochement de tête habituel et désintéressé. Mais il a continué à parler, me posant des questions sur mon travail, d'où je venais. Et au lieu d'avoir l'air horrifié quand je lui ai raconté que je dormais à l'arrière d'une épicerie quand ma mère d'accueil nous enfermait dehors, il a écouté. Il a vraiment écouté. Nous avons commencé à nous fréquenter et ça a été rapide, intense, magique au début. Il m'a emmené dans des endroits que je n'avais vus qu'à la télévision. Bar sur les toits, dégustation de vin, gala de charité. Pendant un moment, j'ai cru que c'était à ça que ressemblaient les contes de fées dans la vie réelle. J'ai rencontré ses amis. La plupart étaient polis, un peu trop raffinés, et posaient toujours la même question. « Tu as fait tes études ou déjà ?» Mais la véritable épreuve, ce fut de rencontrer Hélène, sa mère. Dès le premier jour, je sentais son sourire se crisper chaque fois que je parlais. Elle ne m'a jamais insulté ouvertement, mais elle ne m'a jamais permis d'oublier la règle tacite, « Tu n'es pas des nôtres ». Je me souviens du premier dîner chez elle, de la façon dont elle m'a présenté à ses invités comme la « petite amie designer de Daniel ». Pas sa petite amie, pas sa compagne, juste un projet. Mais Daniel balayait tout ça d'un rire. « C'est comme ça qu'est ma mère », disait-il en glissant sa main dans la mienne. « Elle va s'y faire. » Je voulais le croire. Vraiment. Alors, lorsque nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, un mariage discret au tribunal, juste nous 3, Daniel, moi et le petit Mika, j'ai cru que les choses allaient enfin changer. Peut-être que maintenant, avec une bague à mon doigt et un enfant entre nous, je serais vraiment considéré comme faisant partie de la famille. Mais la vérité est que certaines personnes ne changent pas, et d'autres ne veulent pas voir ce qui est juste sous leurs yeux. Ce soir-là, le dîner n'était pas le début de la cruauté d'Hélène. C'était juste la première fois qu'elle arrêtait de la masquer. Et alors que je me tenais dans sa cuisine, tablier à la main, les yeux de mon fils fixés sur moi, j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer d'être accepté dans un monde qui n'avait jamais eu l'intention de m'y laisser entrer. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait vu venir, c'était ce que Mika allait faire ensuite. C'était censé être une célébration, notre 5e anniversaire. Daniel avait dit que sa mère voulait organiser un vrai dîner de famille, juste nous, Mika et ses parents. J'aurais dû m'en douter. Hélène n'invitait jamais des gens qu'elle ne considérait pas comme de la famille, à moins qu'il n'y ait un spectacle à regarder. Et ce soir-là, c'était moi le divertissement. Quand nous sommes arrivés, la maison ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de luxe. Grande baie vitrée, bougies scintillantes, une table dressée comme pour Thanksgiving à Buckingham Palace. L'air sentait le romarin, l'ail rôti et le zeste de citron, son mélange signature. Mika a couru devant, excité par les serviettes élégamment pliées, son petit nœud papillon de travers. Hélène a salué Daniel d'un baiser sur la joue, me réservant sa demi-étreinte habituelle. Elle m'a dévisagé comme si elle cherchait des taches. « Eh bien, » a-t-elle dit avec un sourire contraint, « pour une fille des quartiers, tu t'es bien arrangée. » C'était un murmure, mais pas assez discret. Mon estomac s'est noué. Daniel n'a même pas tressailli. Il l'a simplement dépassé et s'est dirigé vers le chariot à boissons, demandant si le vin était frais. J'ai senti mes joues s'enflammer, brûlantes, lourdes et chaudes. Je voulais croire que j'avais mal entendu, ou que c'était une blague tordue que je n'avais pas comprise. Mais la façon dont elle l'a dit, la façon dont ses lèvres se sont courbées, non pas en sourire, mais comme une lame de couteau, il n'y avait pas de méprise possible. Puis est venu le tablier. Elle me l'a tendu. D'un blanc immaculé, bordé de dentelle et orné d'un minuscule E, brodé. Il n'avait probablement pas touché une vraie cuisine depuis des années.
Mais ça, ma chérie, a-t-elle dit. La vraie famille va passer à table. Ce mot, vrai, m'est resté collé aux côtes comme un bleu qui se forme de l'intérieur. J'ai de nouveau cherché le regard de Daniel, cherchant n'importe quoi sur son visage. De la désapprobation, un malaise, n'importe quoi. Mais à la place, il a ri. Pas fort, juste un de ces rires désinvoltes, comme si elle avait dit quelque chose de bête mais d'inoffensif, comme si cela n'avait aucune importance. Mon cœur s'est tordu dans ma poitrine. Mika se tenait près du buffet, observant calmement. Sa petite main agrippait le bord de la nappe. Il n'a pas dit un mot, mais ses yeux doux et sombres, suivaient chacun de mes mouvements. Je ne voulais pas lui gâcher la soirée. Il était tellement excité de porter ses beaux vêtements. Il aimait ses grands-parents, même si Hélène ne lui prêtait attention que lorsqu'elle avait besoin d'une photo. Alors, j'ai pris le tablier. Mes doigts tremblaient pendant que je l'attachais autour de ma taille. Chaque nœud était comme si je m'enveloppais de honte. Le dîner a été servi. Hélène faisait passer les plats le long de la table comme une reine distribuant des faveurs. Daniel parlait de son travail, un nouveau partenariat dont il était fier. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. J'étais en pilote automatique. Souris, hoche la tête, serre. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Mika s'est excusé discrètement. Personne ne l'a remarqué, sauf moi. Il a disparu dans le couloir. J'attendais qu'il revienne, des toilettes peut-être, ou pour prendre une de ses petites voitures. Mais au lieu de cela, 10 minutes plus tard, il a réapparu, sa tablette à la main, le visage calme, l'expression illisible. Il s'est tenu près de moi, a tiré légèrement sur ma manche et a chuchoté. « Maman, je peux leur montrer quelque chose ?» Mon cœur était déjà à vif. J'ai juste hoché la tête, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Il a marché jusqu'au bout de la table, avec toute la confiance de quelqu'un de beaucoup plus âgé que 7 ans, a dit « Excusez-moi, grand-mère. Je veux vous montrer quelque chose à tout le monde. » Hélène a cligné des yeux, confuse. Daniel a levé les yeux de son assiette. Mika a appuyé sur un bouton et tout à coup, la télévision géante du salon, synchronisée avec sa tablette, s'est allumée sur quelque chose à quoi aucun de nous ne s'attendait. Des vidéos, des captures d'écran, des voix. Et j'ai réalisé que Mika avait enregistré. Au début, personne n'a bougé. Les lumières du salon se sont légèrement tamisées tandis que l'énorme écran plat s'illuminait devant nous, synchronisé avec la tablette de Mika. Ses petits doigts avaient été bien occupés et aucun de nous ne s'en était douté. Le premier clip diffusé était flou au début, légèrement incliné, comme si la caméra avait été cachée dans son sac à dos, mais les voix étaient claires, douloureusement claires. La voix d'Hélène a résonné dans les haut-parleurs. Elle est intelligente, je lui donne ça. Mais Daniel aurait pu faire tellement mieux. Quel genre d'exemple est-ce pour un enfant élevé par l'État? Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Puis un autre clip, à un endroit différent, son solarium il y a quelques semaines à peine. Le son n'était pas aussi fort, mais j'ai reconnu l'instant. Je venais de sortir pour prendre un appel téléphonique. Hélène, encore. Ce n'est pas sa faute si elle vient de la crasse, mais ça ne veut pas dire que nous devons faire semblant qu'elle est à sa place. Et puis est venu le pire, la voix de Daniel. Elle est trop susceptible parfois. Je ne peux pas continuer à la défendre. Ça rend juste tout plus difficile. Tu sais comment elle est. Celui-là n'a pas seulement fait mal. Il a brisé quelque chose en moi. J'ai senti un mélange de chaleur et d'engourdissement m'envahir, comme si on m'avait versé de l'eau bouillante dans les veines avant de la geler solidement. Mes mains étaient serrées le long de mon corps, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Daniel a bondi de sa chaise, sa voix bégayant. « Mika, mon pote, où as-tu? Comment as-tu pu ?» Mais Mika n'a pas bronché. Il se tenait là comme un soldat, calme, imperturbable. Il a regardé droit Hélène, puis Daniel, puis moi. Je ne veux pas manger avec des gens qui parlent comme ça de ma maman. Silence à nouveau, mais différent cette fois. Pas épais, électrique, comme si chaque molécule dans la pièce avait changé de forme. La bouche d'Hélène s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son visage était pâle, elle clignait à peine des yeux. Daniel a fait un pas en avant, essayant d'atteindre la tablette. « C'est bon, ça suffit », a-t-il dit, la voix basse et tendue, comme s'il essayait de contenir un incendie de forêt. Mais c'était déjà trop tard. J'ai regardé Mika, mon doux petit garçon observateur. Il ne me défendait pas seulement. Il tenait un miroir devant eux tous, et peut-être devant moi aussi. J'avais passé tellement de temps à essayer de prouver que j'étais à ma place, à essayer de me faire petite, d'adoucir ma voix, de masquer mes aspérités pour être plus acceptable pour eux, pour cette famille.
Mais Mika n'avait que faire de leur verre à vin ou de leur sourire froid. Il voyait la vérité, et il les obligeait à la regarder aussi. Je me suis penché et j'ai doucement pris la tablette de ses mains. J'ai appuyé sur pause. L'écran s'est figé sur Hélène à mi-phrase, son expression capturée dans un rictus. Je l'ai posé sur la table. Puis j'ai défait le tablier lentement, délibérément. Mes doigts étaient stables cette fois. Hélène a finalement parlé, sa voix cassante. C'était sorti de son contexte. Non, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Ça ne l'était pas. Je me suis tourné vers Daniel ensuite. Il ressemblait à un homme qui s'effondrait. La culpabilité et la panique se disputaient le contrôle. Je ne suis pas en colère parce que tu ne m'as pas défendu, lui ai-je dit. Je suis en colère parce que tu as cru que je ne le remarquerais pas, que je continuerais d'encaisser, que notre fils le ferait. Il a essayé de répondre, mais je n'attendais plus. J'ai tendu la main, pris celle de Mika et dit, on y va. Et juste comme ça, nous sommes sortis de cette maison. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le claquement discret des chaussures de ville de Mika sur le marbre, et le son de mon propre cœur qui recommençait enfin à battre. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Mika est montée sur la banquette arrière, sa tablette posée tranquillement sur ses genoux, et s'est attachée sans qu'on le lui demande. Les réverbères projetaient de longues ombres dorées sur son visage. Je l'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. De la force. Il n'était pas effrayé. Il n'était pas confus. Il avait l'air calme, assuré, comme s'il avait fait ce qu'il avait à faire, et que c'était très bien ainsi. Je suis resté assise sur le siège conducteur, les doigts agrippés au volant, mon cœur battant si fort que c'était comme une grosse caisse dans ma poitrine. Ma bouche était sèche, mon corps tendu. Mais quelque part sous tout cela, autre chose montait. La clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais les choses telles qu'elles étaient réellement. Pas telles que j'espérais qu'elles soient, pas telles que j'avais essayé de les rendre. Mika a brisé le silence le premier. On a des problèmes ? Je me suis tourné vers lui, les yeux piquants, mais souriant doucement. Non, mon cœur, nous n'avons pas de problème. Tu as été courageux. Tu as dit la vérité. Ce n'est jamais une mauvaise chose. Il a hoché la tête, regardant par la fenêtre. Grand-mère était méchante avec toi tout le temps. Je l'ai entendu. Je n'aimais pas ça. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tendu la main et touché son genou. Moi non plus, je n'aimais pas. Nous avons roulé en silence jusqu'à la maison, seul le ronronnement des pneus sur la route et le chuchotement du chauffage réchauffant la voiture. Je continuais de le regarder, sa tête se penchant lentement contre la fenêtre, ses yeux commençant à se fermer. Mon garçon, mon petit protecteur. Une fois arrivé à notre appartement, je l'ai bordé. Il m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude. Je t'aime, maman, a-t-il marmonné. Je t'aime plus que tout, ai-je murmuré, en l'embrassant sur le front. Une fois qu'il s'est endormi, je me suis assise sur le canapé, les mains jointes sur mes genoux, fixant l'écran de télévision sombre devant moi. Mon reflet avait l'air fatigué, mais pas brisé. Puis mon téléphone a vibré. Daniel, bien sûr. Appel manqué, messages vocaux, texto. Liana, s'il te plaît, parlons. Je ne savais pas qu'il avait enregistré ça. Elle ne le pensait pas comme ça. Je suis désolé. Je vais arranger ça. Arranger ça ? Comment répare-t-on des années de silence, d'avoir laissé passer les choses, de voir la personne que l'on aime devenir un étranger qui rit de votre douleur ? Je n'ai pas répondu. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. La vérité, c'est que quelque chose avait bougé. Et pas seulement chez Daniel ou Hélène, mais en moi. Je pensais que partir serait un échec, comme si j'abandonnais la famille que j'avais tant essayé de construire, mais au lieu de ça, c'était la liberté, comme si je me choisissais enfin moi, et que je choisissais mon fils. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email d'Hélène. Une seule ligne. Tu as fait ton poids. J'espère que tu es heureuse. Aucune excuse, aucune remise en question, juste une tentative de contrôle déguisée en agressivité passive. Je l'ai supprimé sans ciller. Plus tard dans la semaine, j'ai commencé à chercher de nouveaux appartements, plus petits, plus simples, juste pour Mika et moi. Nous n'avions pas besoin de grand-chose, juste de paix, d'amour et d'espace pour être vus comme des égaux. Daniel a continué à essayer de me contacter. Et pour être honnête, je ne lui ai pas fermé la porte. Pas encore. Mais j'ai été clair cette fois. S'il voulait faire partie de nos vies, il devrait faire plus que s'excuser. Il devrait changer, être présent, prendre la parole à chaque fois. Mais qu'il le fasse ou non, je n'attendais plus.
Mika m'avait déjà montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce soir-là au dîner, il ne m'a pas seulement défendu. Il m'a rappelé qui j'étais et que j'étais déjà assez bien. Les gens parlent toujours du moment où tout bascule, comme si c'était une explosion spectaculaire ou une porte qui claque. Mais pour moi, le changement a été silencieux, comme quelque chose qui se relâche lentement dans ma poitrine après des années d'être trop serré. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillé le lendemain matin avec une nouvelle vie. Mais je me suis réveillé en sachant que l'ancienne n'était plus la bienvenue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à retrouver des parties de moi que je n'avais pas touchées depuis des années. Non seulement la version de moi qui travaillait 2 emplois et réussissait quand même ses cours. Non pas la survivante, mais la femme que j'étais avant d'essayer de me rétrécir pour entrer dans le monde de Daniel. Celle qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne tolérerait plus jamais. J'ai fait des listes. J'ai rempli des carnets. J'ai recontacté des amis avec qui j'avais perdu le contact. Des gens qui m'avaient toujours vu, pas seulement comme la femme de Daniel ou la déception d'Hélène, mais comme Liana. Intelligente, créative, entière. Mika et moi avons établi une routine qui semblait réelle. Il a arrêté de demander après grand-mère. Il n'a plus mentionné la vidéo non plus. Je pense que dans son esprit, c'était réglé. Il a vu quelque chose qui n'allait pas et a essayé de le réparer. C'est tout. Il y a une pureté chez les enfants. Une pureté que j'espère que le monde ne lui enlèvera jamais. Daniel est passé quelques fois, toujours avec précaution. Après l'école, avant l'heure du coucher, jamais à l'improviste. Il s'est excusé plus sincèrement cette fois. Il a dit qu'il était en thérapie, qu'il déballait beaucoup de choses qu'il avait ignorées pendant trop longtemps. J'écoute. Je n'ai rien promis. L'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un vous déçoit. Mais la confiance, doit être reconstruite lentement, brique par brique. Et je lui ai dit que s'il voulait un avenir avec nous, il devrait le gagner cette fois. Fini le silence pris pour de la paix. Hélène n'a plus jamais donné signe de vie. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Les gens comme elle ne croient pas souvent qu'ils sont le problème. Mais ce n'est pas grave. Je n'attends plus sa validation. J'avais l'habitude de penser que faire partie d'une famille signifiait être aimé, être approuvé, se conformer au moule de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je sais que la famille, ce n'est pas ceux qui vous ouvrent leurs portes. C'est ceux qui se tiennent à vos côtés quand vous souffrez. Ceux qui parlent avec vous, et non par-dessus vous, qui font de la place, et non des conditions. Mika m'a donné cette leçon sans même le savoir. Ce dîner, cet instant avec le tablier, le sourire narquois et l'humiliation, tout cela vivait dans ma tête comme une cicatrice. Mais maintenant, c'est un tournant. C'est le moment où j'ai cessé d'essayer d'être assez bien pour des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je la revois. La fille de Newark qui n'avait pas grand-chose mais qui savait comment construire, comment survivre, comment s'élever. Je vois une mère élevant un garçon qui dit la vérité sans crainte. Une femme qui a cessé de s'excuser d'être exactement celle qu'elle est. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti insignifiant dans le monde de quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà ravalé votre voix, votre fierté, votre vérité juste pour maintenir la paix, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de continuer à vous faire petit juste pour vous intégrer. Vous êtes déjà assez bien. Et si personne autour de vous ne le voit, alors il est temps de vous bâtir une vie avec des gens qui le voient. Parce qu'au moment où vous vous choisissez, vous, votre paix, votre dignité, votre voix, c'est là que tout commence vraiment à changer. C'est là que vous rentrez chez vous, en vous-même. Et si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, si vous vous y êtes reconnu, même un peu, j'aimerais vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre histoire ou dites simplement bonjour, car personne ne devrait jamais avoir l'impression de traverser cela seul. Si vous avez trouvé de la force ou du réconfort dans cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Cela aide vraiment plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies comme celle-ci, des histoires sur la vraie vie, de vraies personnes et de vrais tournants, appuyez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour ne jamais en manquer une nouvelle. Merci d'être là. Vous comptez. Je vous vois.